La première, c'est qu'on est très bon dans son domaine. Sauf que derrière, on n'est pas forcément des très bons entrepreneurs. Quand on nous dit qu'il y a 40 milliards d'euros qui ont été perdus dans la nature l'année dernière, et d'un seul coup, bah oui, forcément, ça fait un choc. De découvrir un petit peu aussi le rapport à l'argent que les autres pays ont, il y a une vraie différence avec la France. Bonjour mesdames et bienvenue dans notre podcast Quand les femmes nous parlent d'argent. Ici, elles se livrent simplement, sincèrement et sans détour. Parce que l'argent, ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est aussi une histoire de choix, de liberté et parfois même d'amour. Ici, on discute de ce qu'on gagne, de ce qu'on dépense, de nos réussites et parfois même de nos galères. Enfin, de la vraie vie. Alors, installez-vous, on démarre. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Tu nous viens d'ici les Moulineaux. Oui. Et tu es avocate fiscaliste. Tu accompagnes les TPE et les PME dans l'externalisation fiscale. C'est bien ça? Je suis avocate fiscaliste et j'accompagne les dirigeants et les entreprises dans la réalisation de leurs objectifs, que ce soit en France ou vers l'international. Toujours sur le plan fiscal? Toujours sur le plan fiscal. D'accord, ok. Est-ce que tu as, ma première question, est-ce que tu as un souvenir qui te reste de ton premier rapport avec l'argent? Je pense que c'est quand j'ai perdu ma première dent. Parce qu'il y avait la pièce sous l'oreiller avec la petite souris. Et oui. Et donc, c'est après le premier moment où je me suis dit, bah ouais, mais du coup, à quoi ça va me servir tout ça? Et c'est là que, du coup, j'ai eu la première discussion argent avec mes parents. Parce qu'ils m'ont dit, bah en fait, ça va te servir à t'acheter des choses. Tu as été les voir? Comment ça s'est passé? Tu leur as posé la question? C'était quoi, une petite pièce? C'était un petit billet? C'est la petite souris, donc c'est une pièce. C'était une pièce. Ils m'ont pas mis une carte bleue sous l'oreiller. Mais non, en fait, ils m'en ont parlé avant. Ils m'ont dit, voilà, donc quand tu vas perdre tes premières dents, il y a la tradition de la petite souris, etc. La petite souris, elle va t'emmener une pièce. Donc, ils m'ont expliqué, bah, cette pièce, elle va te servir à acheter des choses. Et c'était mes premiers pas vers l'indépendance financière, on va dire. Et comment tu as vécu ce moment, justement? En soi, je pense, comme n'importe quel enfant, je me suis dit, il y a une souris dans ma chambre. Déjà, pour commencer, c'était, je pense, la première chose que j'ai pensé. Puis derrière, j'ai pris la pièce. Et puis, c'est vrai qu'on se rend pas trop compte de la valeur de ce qu'on a dans la main. Parce qu'au départ, pour moi, c'était plus une question de troc. Il n'y avait pas encore tous ces aspects derrière que j'allais découvrir bien après. Alors justement, qui t'a appris à gérer ton argent, si toutefois on t'a appris à gérer ton argent? Alors, en tout premier, mes parents, clairement. Ça a été, ils ont été un exemple et ils le sont toujours. Je pense que c'est le cas de beaucoup de monde aujourd'hui. Et en deuxième lieu, mon métier. Parce que forcément, j'ai eu une formation avec tout l'apprentissage aussi de la gestion en entreprise de l'argent. Donc, ce qui est complètement différent de ce que quand vous gérez votre portefeuille personnel. Et surtout, ça m'a permis de rencontrer pas mal de conseillers en gestion de patrimoine, et un peu dans le monde entier, en l'occurrence. Et de découvrir un petit peu aussi le rapport à l'argent que les autres pays ont. Et ça n'a rien à voir forcément... Pas rien à voir, mais il y a une vraie différence avec la France. Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, d'aller vers ce métier-là? Alors, avocat, parce que j'ai fait un stage en 3e et j'ai été chez une avocate. Je voulais découvrir le métier. Et au départ, je m'étais dit, incroyable, j'ai vu cette personne avec une robe noire qui s'était mis un petit peu entre... sur ces procès-là, c'était une victime et son agresseur, et qui lui avait donné une voix. Et moi, j'avais trouvé j'ai trouvé ça incroyable et je m'étais dit, c'est ce que je veux faire plus tard. Et comme je suis assez monocasée, j'y suis restée. Donc, entre la fin de mon collège et le début de l'université. Et pour le fiscal, ça s'est un petit peu fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que... Au départ, je voulais être un petit peu comme tous les avocats, je pense. Je voulais être pénaliste en me disant « Oh, j'ai vu des séries, c'est super ». Et puis, après, j'ai vu un petit peu on va dire l'envers du décor, c'est-à-dire la partie théorique à la fac, mais la partie pratique en stage. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais en stage, on m'avait dit « Le fiscal, il touche pas, c'est trop compliqué, c'est trop compliqué ». Et mon esprit de contradiction a fait que je me suis dit « Je vais y aller ». Et au final, j'ai adoré. Donc voilà, c'est comme ça que je suis restée en fiscal. Alors maintenant, question 3, tu dirais que tes revenus s'approchent plus des 1 500, 3 000 euros, des 3 000, 5 000 ou au-dessus de 5 000 euros par mois? Moi, je suis sur un cas qui est un peu particulier parce que comme j'ai ma propre entreprise, je suis avocat, donc je suis indépendante, la question c'est on parle CA, on parle bénéfice, parce que le chiffre d'affaires, c'est ce que je vais générer comme recette sur le mois ou l'année, et mon bénéfice, c'est ce qui reste après déduction des charges. Je dirais ce qui te revient à toi personnellement, entre guillemets, comme un salaire. Alors, moi, j'avoue que là, je me paye vraiment pas beaucoup. Alors, pour 2 raisons. C'est que je reste totalement
raison de gestion. C'est-à-dire que mon cabinet, je l'ai créé il y a 2 ans et demi. Et je préfère réinvestir ce que je gagne, justement, dans de la formation, dans de la gestion de réseaux d'entrepreneurs et dans tous ces éléments qui vont me permettre un développement plus rapide que de me payer, puisque justement, je peux me le permettre. Tu as déjà abordé la question 6, qui était l'investissement. Donc, tu préfères, en fin de compte, investir cet argent-là pour des formations. Ça serait la grosse part de ton investissement. Pour mon activité. Pour ton activité. Ouais. Parce qu'en fait, quand on lance son entreprise, il y a 2 choses. La première, c'est qu'on est très bon dans son domaine, très souvent, puisque c'est la formation qu'on a faite. Sauf que derrière, on n'est pas forcément des très bons entrepreneurs. C'est 2 choses qui sont complètement différentes. Et moi, j'ai pris le parti justement de me former plus aussi sur la partie entrepreneur que j'ai pas apprise à l'université ou que j'ai pas. Et donc, pour me permettre d'avoir un développement qui est plus logique et surtout plus rapide de ma propre activité. Ok, d'accord. Comment se répartit ton argent aujourd'hui ? Tu dirais que une bonne partie est dévolue au loyer, une bonne partie est dévolue à ton entreprise ? Alors, aujourd'hui, moi je suis mariée, donc forcément il y a une répartition entre nous. Oui. Une grosse partie de mon argent est dans mon appartement, je suis propriétaire. Donc aujourd'hui, mon patrimoine, il est principalement mis dans mon appartement. Donc je paye un crédit, forcément, mais le reste, c'est principalement dans mon activité, oui. Vu que j'ai pas d'enfants et que pour moi c'est un investissement sur l'avenir. Alors justement, par rapport à cette répartition, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais changer ? Tu souhaiterais voir diminuer, par exemple, ou bien augmenter ? Ou quelque chose te manque, ça peut être du temps aussi. Le temps, je pense que ça manque un peu à tout le monde. Je pense que le temps est le bien le plus précieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on investit quelque chose, on va investir du temps ou de l'argent. Et du coup, moi, généralement, j'investis les 2. Je dirais que, comme beaucoup de gens, et surtout vu mon métier, j'ai une vision, on va dire, globale de la gestion financière que peut avoir l'État de nos impôts. Mmh. Donc, j'avoue que quand je vois mes impôts partir et mon URSSAF partir, j'avoue que je me suis dit qu'il y a un peu de gâchis là-dedans. Ça fait un petit peu mal. Oui, malheureusement. C'est plus sur l'utilisation qui en est faite. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 2 possibilités. Soit tout ce que je paye va être utile. Donc ça va être soit justement pour permettre à tout le monde d'avoir des vrais soins, qu'on puisse avoir des routes, des écoles, un État qui fonctionne. Soit, au final, je garde tout, mais je paye moi-même pour tout ça. Sauf que là, en l'occurrence, c'est ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que d'une part, alors c'est pas forcément un secret, mais je pense que c'est un peu un avis qui est partagé. On a cette impression que notre qualité de vie, elle baisse, que nos impôts sont un peu dilapidés n'importe où, et je le vois en premier lieu. C'est pas la première fois parmi mes invités que j'entends justement cette remarque qui fait qu'elles payent, mais elles ne savent tellement bien où ça va, ou en tout cas, elles ne le voient pas concrètement. Alors pour le coup, j'ai plus ou moins la réponse de où ça va, mais si pour donner un chiffre qui, moi en tout cas, m'a fait ouvrir grand les yeux, quand on nous dit qu'il y a 40 milliards d'euros qui ont été perdus dans la nature l'année dernière, moi j'ai mes entreprises, celles que je gère, quand il y a 5 000 euros qui sont un peu en décalage, le fisc leur tombe dessus, ça devient très compliqué. Et là on nous dit, donc votre argent, 40 milliards, on ne sait pas où ils sont. Et d'un seul coup, oui, forcément ça fait un choc, parce que nous derrière, quand on reverse nos impôts, c'est de l'argent que forcément on donne pour le fonctionnement de l'État, c'est une chose. Mais derrière, on aimerait qu'il soit quand même géré de manière correcte et exemplaire, puisque c'est ce qu'on nous demande au final derrière, à nous. Est-ce que tu as connu un moment de difficulté financière ? Alors, je dirais pas de difficulté financière. C'est-à-dire que je sais que tout est relatif. Personnellement, je m'estime très privilégiée parce que je sais que mes parents ont financé toutes mes études, fait en sorte que je puisse aller au bout sans avoir forcément à travailler à côté, que je puisse vraiment, on va dire, travailler pour mes études. Donc, j'ai travaillé l'été, etc., pour mes stages. Donc, oui, bien sûr, j'ai travaillé, mais pas, en tout cas, pendant la période de mes études. Je dirais que le moment où je me serais peut-être le plus rapprochée de la difficulté financière, ce qui n'était pas nécessairement le cas, c'est quand j'ai lancé mon cabinet, parce qu'on sait que au départ, on va pas forcément être bénéficiaire, ou alors qu'on va en tout cas pas se payer. Et puis c'est l'année où bien sûr j'ai décidé de me marier, donc forcément il y a eu une sortie derrière qui a fait que. Donc là c'était le moment où je me suis dit il va falloir anticiper les choses parce que ça risque d'être un peu compliqué. Et au final, c'est passé parce que justement, on a anticipé les choses, on a pas mal discuté, et puis voilà. Et puis ça s'est fait. Ça s'est fait. Mais c'est pour ça que je dis que je suis privilégiée, parce que c'était vraiment le moment où c'était un peu une cascade de ma part, on va dire ça comme ça. Alors, à contrario, est-ce qu'il y a eu une réussite ? Alors oui, je dirais une réussite. Oui, déjà, j'ai lancé ma propre activité sans avoir à prendre de prêts et sans avoir à demander de l'aide à qui que ce soit. Donc pour moi, ça, j'estime que c'est une réussite. J'ai jamais été à perte dans mon activité. Donc voilà, je pense que niveau gestion, je l'ai plutôt bien jusque-là agencé. Puis je suis propriétaire à 31 ans.
non. Donc, je pense que pour moi, tout ça, c'est une réussite. J'ai pas l'impression de manquer de quoi que ce soit. Donc voilà, je pense que c'est du positif. Alors justement, j'allais te poser la question, quelle place occupe l'argent dans ta vie? Mais enfin, la réponse est... tu viens d'en parler. Elle va forcément tu nages dans... dedans. Alors, presque. Non, c'est pas la version Picsou qui nage dans sa piscine de pièces, non. C'est plus la version, au final, j'en parle tous les jours parce que c'est mon métier et que je sais que c'est plutôt un tabou en France, mais personnellement, moi, du coup, j'en parle librement parce que j'en parle avec mes clients. Forcément, c'est quelque chose que, en tout cas, moi, j'ai appris un peu à dédramatiser. Et forcément, aussi, j'ai la gestion de mon foyer, donc c'est vrai que, oui, enfin, moi, j'en parle tous les jours. Alors, forcément. Gaëlle, j'avais une question. Tu as évoqué, juste avant notre rencontre, là, la différence qu'il y avait avec les pays étrangers concernant justement cette notion d'argent. Alors, il y a deux choses. Déjà, premièrement, l'argent est beaucoup moins tabou. Aujourd'hui, mes amis les plus proches, je ne sais pas combien ils gagnent. Alors que là, quand vous allez, par exemple, aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, la première chose qu'ils disent, on gagne tant. Et puis, le problème ne se pose pas. Je dirais qu'il y a un véritable tabou. On a du mal à parler de la valeur de ce qu'on a. Mais parce qu'on a un peu cette ambiance en France aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on peut constater, dû un petit peu la méfiance de la personne qui est considérée comme riche. Je pense que déjà, c'est un petit peu psychologique de savoir qui est considéré réellement comme riche. Et un petit peu, les gens les pointent un peu du doigt, parce que comme on est dans une situation de crise, forcément, certaines catégories vont être pointées du doigt, mais au final, c'est vrai qu'on a un rapport un peu tabou à l'argent qu'il n'y a pas ailleurs. Dans d'autres pays, alors notamment les pays anglo-saxons, la Suisse, il y a une véritable valorisation de l'entrepreneuriat et de la création de valeur. C'est-à-dire que les entrepreneurs ne sont pas vus comme les patrons, les méchants patrons capitalistes qui viennent pour exploiter les travailleurs. C'est des gens qui donnent du temps, qui donnent de l'argent, qui investissent pour créer de la valeur, embaucher des gens et qui ont cette responsabilité-là aussi qui est énorme. Et je pense que on a ce rapport un peu méfiant avec l'argent en France que j'ai jamais vraiment retrouvé ailleurs. Même dans les pays latins. Même dans les pays latins. Donc c'est vraiment une mentalité, une façon de voir les choses qui est propre à la France, tu dirais. Je dirais. Après, je pense que quand je vais dans les pays latins, je vais pas forcément faire un micro-trottoir et demander à tout le monde combien il gagne pour savoir Bien sûr. s'il y a ce tabou. Mais j'ai moins cette impression-là. Et quand je discute avec mes confrères et même les conseillers en gestion de patrimoine de l'étranger, c'est vrai qu'ils me disent qu'il y a quelque chose qui est très français là-dessus. C'est-à-dire qu'on a du mal à investir sur soi, on a du mal avec l'investissement. Et je pense que ça vient du fait aussi qu'on a une très mauvaise culture financière. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand on leur parle argent, alors ils ont un premier mouvement de recul. Et c'est surtout qu'il y a des choses, moi quand je leur en parle, ils me regardent avec des grands yeux, ils me font mais c'est quoi? Je me dis oui, mais c'est toutes ces possibilités-là au final que vous fermez parce que on les connaît pas. Parce que c'est très complexe, parce que il y a beaucoup de raisons à ça, c'est pas du tout une critique. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on est naturellement amené à aller chercher aujourd'hui. Un vrai déficit d'éducation financière. Je pense, oui. Qui pourrait commencer au plus jeune âge. Qui pourrait. Puisqu'on apprend à compter, on pourrait très bien compter des sous, au lieu de compter des carottes. Voilà. Mais c'est un peu quelque chose que je dis souvent, c'est quand j'étais au lycée, j'ai appris à diviser par 0. Quelque chose qui est utile au demeurant si on veut une carrière scientifique, que moi je n'ai pas faite. Mais par contre, on m'a jamais parlé justement de gestion, de comptabilité, etc. Et je pense que, à part si on fait les études pour, beaucoup de gens, notamment dans les métiers de l'artisanat, etc., se retrouvent très très vite perdus vis-à-vis de ça. Et j'ai beaucoup de gérants aujourd'hui qui ont énormément de mal parce vu qu'ils ont du mal à comprendre comment ça fonctionne, derrière, ils n'ont pas forcément une gestion éclairée de leur argent et de leur entreprise. Et ça, c'est quelque chose c'est un déficit qu'on doit combler et qui, pour eux, est difficile à combler parce que derrière, ils ont toute la gestion de l'entreprise, etc. Vous n'allez pas dire à un boulanger qui se lève, qui travaille la nuit, en plus de ça, vous allez faire une formation en finance express derrière pour gérer votre entreprise. Alors que ça aide notre vie quotidienne. Alors qu'en plus de ça, c'est littéralement une obligation pour eux. C'est-à-dire que s'il y a un problème derrière, ils sont responsables personnellement. Exactement. Alors, on aborde la dernière question concernant un film qui serait, en fin de compte, le miroir symbolique qui illustrerait ton rapport avec l'argent. Alors, j'ai 5 films à te proposer. Alors, Coco avant Chanel, parce qu'on peut se construire sans fortune mais avec du talent. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, parce que les petits riens valent souvent plus que les grands avoirs. Working Girl, parce que vouloir réussir n'a rien d'une faute. Sex and the City, parce qu'il y a des plaisirs qu'on n'a pas besoin de justifier. Et le dernier, Le Grand Jeu, parce qu'il faut parfois tout miser pour garder la main. Je dirais Working Girl. Working Girl. Alors, dis-nous pourquoi. Parce que pour moi, en tout cas, moi, avec mon parcours personnel, je sais que tout ce que, en tout cas, j'ai accompli jusqu'ici, je l'ai dû à mon travail,
principalement. C'est-à-dire que, en fait, je sais que j'ai pas eu de difficultés financières ou quoi, mais en tout cas, tout est lié à mes diplômes, donc aux études que j'ai faites, donc à mon travail. Et je dirais que la réussite, elle se provoque aussi. C'est-à-dire que voilà, je sais qu'il y a de la chance aussi dans beaucoup de cas. Moi, je sais que j'ai de la chance d'être née en France, que j'ai un petit peu on va dire que tout s'est aligné dans le bon sens. Mais si j'avais rien fait, rien ne se serait passé. Voilà. Ok, ça serait le mot de la fin. C'est ça. Je te remercie Gaëlle d'être venue Je jusqu'à t'en nous. prie.